je vais vous parler un peu de ce que l'on fait. Donc, je suis dans un groupe, en fait. C'est un peu compliqué parce que vous voyez plein de logos là. Bon, en fait, je suis professeur à l'école des mines depuis pas mal d'années. Et en fait, je fais partie d'un groupe qu'on appelle le groupe quantique, qui regroupe, donc il y a des enseignants, il y a 4 chercheurs aux mines, il y a 3 chercheurs à l'INRIA, et il y a un chercheur INRIA et un chercheur à l'école des mines, qui sont des physiciens expérimentaux, en fait, et qui font leurs expériences au laboratoire de physique de l'ENS, ici, rue Laumont. Voilà. Et puis, bien sûr, le CNRS étant en partie prenante pour tout ce qui est les aspects expérimentaux là-dessus, et notre groupe est assez bien financé par des ERC. Voilà. Donc ça, c'est le côté institutionnel. Maintenant, voilà un peu ce qui est derrière. Alors, ce qui est derrière, c'est, si je résume, je vais détailler ce transparent, si je résume sur l'ordinateur quantique, on a plein d'algorithmes, les gens travaillent au haut niveau d'algorithmique, choses comme ça. Le gros problème, c'est de construire la machine. Voilà. Donc ça, c'est le gros problème. Et dans le groupe, on est là-dessus, en fait. On est sur la construction de la machine. Alors pourquoi la machine est difficile à construire? Ben, tout simplement, quand on regarde les qubits élémentaires actuellement, et quand on fait des opérations sur quelques qubits, le taux d'erreur, on a une erreur sur 1000. Donc on voit qu'avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord. Bon, bien sûr, il y a eu quelque chose qui est arrivé, c'est la notion de code correcteur d'erreur quantique, hein, parce que bon, il faut mesurer, on perturbe le système, mais quand même, il y a eu une magnifique idée de Peter Shor dans les années 90 qui montre que si on utilise de la redondance, on peut effectivement avoir des choses qui, même avec des éléments de base non parfaits, avec de la redondance et en étant un peu subtil, on peut quand même avoir des éléments logiques, d'accord, mais qui demandent typiquement ce qu'on appelle le surcoût, hein, c'est-à-dire que vous avez un qubit logique, vous allez stocker dans 1000 qubits physiques. Donc vous voyez un peu le surcoût. Et les gens travaillent là-dessus, c'est tout ce qui est, il y a tout un tas de travaux tout à fait intéressants sur ce qu'on appelle les codes de surface. Donc je vais détailler un peu ça. On en est à combien? Il faut arriver à stabiliser, c'est une centaine? Ou c'est plus que ça? Disons que, alors stabiliser est un grand mot, je dirais, si on prend Google, à peu près 50-55 qubits, ils ont des qui fonctionnent à peu près, mais avec des taux d'erreur quand même. Et des profondeurs, typiquement le nombre de portes, c'est 15. En ordre de grandeur, donc 15 qubits. Et ce n'est pas des qubits logiques, je veux dire, voilà. Ils disent 50 qubits logiques, mais il y a plein de qubits physiques autour, donc ils rajoutent une couche de protection. Voilà. Et donc, en fait, donc il y a plusieurs ordres de grandeur à gagner, ce n'est pas un ordre de grandeur ou 2 ordres de grandeur, c'est, je dirais, au moins 5 à 6 ordres de grandeur. Donc là, c'est compliqué, il faut gagner des chiffres après la virgule. Voilà. On est à 10 puissance moins 3 d'erreur, on va dire, il faut passer à 10 moins 10. Voilà. Si on prend les ordres. Donc, et alors là-dessus, ce qui se passe, c'est que quand on regarde les codes correcteurs et trucs comme ça, c'est quelque chose qui est une boucle de feedback. Et on peut faire du feedback de façon différente en quantique. Voilà. Et donc je vais détailler un peu cette chose-là, et c'est pour ça que depuis à peu près les années, j'ai commencé à m'intéresser au sujet dans les années 2000, et j'ai eu la chance d'avoir de très bons étudiants avec qui j'ai commencé, donc en fait, c'est important d'avoir de très bons étudiants. Voilà. Donc pour aller directement au cœur du sujet, sur les aspects automatiques, hein, il y a 2 types, si on essaye de simplifier à l'extrême, il y a 2 types de feedback qu'on peut imaginer. Soit vous avez votre système quantique, donc là vous êtes dans le monde quantique, mais vous avez des paramètres d'action, d'accord, des contrôles qui sont des signaux classiques. Vous êtes dans un monde classique. Vous récupérez des mesures quantiques, mais ça va être des signaux classiques. Et ce que vous rebouclez, vous faites une boucle de feedback, c'est-à-dire que vous avez un contrôleur classique, qui peut être un système physique, un circuit, ou sinon un ordinateur, échantillonné, et vous rebouclez. Voilà. Donc ça, c'est ce que les gens appellent en physique le feedback fondé sur la mesure. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui vous dit tout simplement le contrôle va être une fonction des valeurs passées de Y, pour les questions de causalité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... les gens disent, voilà, j'ai un système ici qui va être un système stochastique, je fais du contrôle sur une mesure de ce système-là. Donc là, ces choses-là, ça a déjà été utilisé, mais dans un autre cadre, pour les systèmes classiques. Et puis vous avez un autre type de contrôleur où le contrôleur est lui-même quantique. Où là, c'est plus compliqué, et là, on retourne en quelque sorte à
à l'origine du contrôle, où on n'avait pas d'ordinateur. Et si on prend par exemple le régulateur de Watt, un système mécanique contrôle un autre système mécanique. Le problème, c'est de trouver le bon couplage. Donc tout va être dans l'hamiltonien d'interaction. Voilà. Et quand on regarde cette chose-là, ici, on peut faire de la stabilisation. Ça remonte à une idée qui a valu le prix Nobel de physique à Alfred Kastler, ce qu'on appelle le pompage optique. Il y avait une idée pour préparer en fait, des états typiques polarisés avec typiquement quelque chose de très simple ici, un couplage et de la dissipation, et ça lui permettait de préparer des nuages d'atomes avec des états quantiques très particuliers. Voilà. Bien, donc ça c'est un peu pour donner le cadre, et je vais détailler un peu ces deux types de feedback. Alors le premier type de feedback, c'est le feedback typiquement qui est derrière justement la découverte de Peter Shor là, sur les codes correcteurs quantiques qui permettent de corriger les deux erreurs fondamentales pour un qubit, qui est le bit flip et le phase flip. Et si on sait corriger ces deux erreurs fondamentales locales, avec des codes de répétition, en étant un peu astucieux, on peut corriger effectivement ces erreurs-là locales. Et alors je vais détailler un peu après qu'est-ce que c'est que la nature des modèles qui sont derrière. Et là, c'est ce qu'on appelle les équations master stochastiques. D'accord ? Et je vais détailler un peu parce qu'elles sont très particulières. Voilà. Dans le deuxième cas, c'est ce qu'on va appeler typiquement, alors les physiciens appellent ça la correction d'erreur autonome, où le système, on lui adjoint des choses autour, c'est une sorte de contrôleur quantique, et derrière, ce qui est derrière, c'est ingénierie de la dissipation. D'accord ? On va essayer de mettre une sorte de décohérence, mais qui va dans le bon sens, un peu comme ce que faisait l'idée d'Alfred Kastler pour préparer des états quantiques particuliers. Voilà. Donc ici, je vais détailler un peu quel est le type d'équations qui sont ici, et ça, c'est ce qu'on appelle les équations master, donc ça va être des équations au dérivé partiel ou des choses comme ça, sur des espaces de dimension infinie. Et je vais parler de quelque chose, alors ça qui est né entre Yale et le groupe de Michel Devoré, et puis deux permanents du groupe, Zaki Lektas et Mazer Miraimi, deux de mes anciens étudiants, sur ce qu'on appelle les qubits de chat, les 4 qubits. Et le problème, c'est qu'avec ces qubits de chat, on corrige un seul type d'erreur. Donc, ce qui permet déjà de simplifier le problème. Voilà. Et je vais parler un peu, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille ici, avec les permanents et aussi avec Rémi Robin, qui est un postdoc élève à Arcadis LM, un étudiant, sur essayer de faire d'autres types d'encodage, toujours une sorte de génération d'après, ce qu'on appelle les qubits JKP. C'était une idée de Gottesman, Kitaïev et Preskill. Preskill est un physicien très connu qui est au Caltech sur ce domaine-là. Et je vais parler un peu disons un peu, c'est un peu l'analogue de ce qui est en cours ici et un peu les idées qu'on a avec Philippe Campagne aussi du groupe pour faire des qubits autoprotégés, que ce soit en bit flip ou en phase flip. Tu vas peut-être nous expliquer, mais quand tu parles d'erreur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que ce n'est pas dans bon état. Oui, ben je vais parler là. Bon. Je vais expliquer. Là. Le chat, c'est le chat de Schrödinger? Oui, c'est des chats de Schrödinger, des chats de phase. Voilà. Alors, maintenant, on commence. Tout le monde connaît ce truc-là, je ne veux pas rentrer dans le détail. Vous avez le code correcteur classique le plus simple. Vous n'avez qu'une seule type d'erreur, le bit flip. 0 devient 1, 1 devient 0. Vous encodez ça sur 3 bits classiques et vous faites un vote à la majorité. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a encodage, on attend delta t, on mesure, et en fonction du résultat de la mesure, on applique une correction. Donc c'est bien une boucle de feedback élémentaire. D'accord ? Voilà. Et avec ça, si vous avez un taux d'erreur qui est de l'ordre de P, vous avez sur le bit logique ici, vous avez un taux d'erreur qui est en P carré. Voilà. Et donc si vous êtes à 10-3, vous passez à 10-6, et vous voyez que si vous en posez plus, vous prenez une puissance suffisante de P, et vous obtenez le 10-15, 10-20, ce que vous voulez. Bien sûr, ce que vous voyez ici, dans ce petit calcul-là, on suppose, et ça c'est un point très important, que les probabilités d'erreur sont indépendantes. C'est-à-dire, on suppose que les erreurs sont locales,
et indépendante. Ça, c'est une hypothèse qui peut être très importante. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, pour le quantique, bien sûr, les règles du jeu sont un peu différentes. Alors, les règles du jeu, voilà, on va essayer de les voir sur... je vais aller assez vite sur vous donner les idées principales qui sont derrière le code correcteur imaginé par Shor en 1995. Mais avant, ce code correcteur utilise les trois notions quantiques tout à fait importantes. D'abord, bon, l'état quantique, c'est un vecteur unitaire dans un espace de Hilbert, un ket, psi. Vous avez ici l'équation de Schrödinger, ici, avec un H, et vous avez ici votre contrôle classique. D'accord ? Donc vous faites tourner psi. C'est ça que ça veut dire. Et ça génère typiquement une transformation unitaire, c'est-à-dire que vous prenez votre vecteur et vous le faites tourner d'une certaine transformation unitaire U, qui est le propagateur. Bon, très souvent, pour les systèmes ouverts, on verra qu'on ne prend non pas psi, mais on prend le projecteur sur la direction psi, qui est ce qu'on appelle l'opérateur densité, et ici vous avez exactement la même équation, mais c'est Liouville. Donc ça, il faut retenir ça, Liouville. Ça, c'est un truc, on dit, on a une équation différentielle, ok, ou une équation modérée partielle, on connaît, quoi. Ça, c'est les règles de la mesure. La mesure est toujours attachée à un opérateur, auto-adjoint. Vous faites sa décomposition spectrale, donc vous avez ici les projecteurs, et vous indexez typiquement les espaces propres par le résultat de votre mesure. Parce que ce qui vous intéresse, c'est quand je fais la mesure de haut, j'ai projection orthogonale sur l'espace propre, mais lequel? C'est Y. D'accord? Y indice l'espace propre. Et juste après la mesure, tout ça est instantané, j'ai à renormaliser la fonction d'onde. Et ce que j'ai comme information, ça va être en quelque sorte une information statistique qui me dit la probabilité de détecter Y connaissant l'état quantique juste avant est donnée par tout simplement cette règle-là que l'on voit ici pour l'état psi et que l'on voit ici pour l'opérateur densité, c'est exactement ça. Voilà. Et le troisième point, c'est qu'on est sur les produits tensoriels. Alors ça change complètement les règles du jeu quand on est sur ces choses-là, parce que ce qui est derrière, c'est les états non séparables, l'intrication, toutes ces choses un peu bizarres. Et quand on a l'habitude des systèmes classiques, en particulier pour des systèmes composites, implicitement on raisonne en produit cartésien alors qu'il faut raisonner en produit cartésien. Tensoriel, qui fait que les dimensions se multiplient au lieu de s'ajouter, donc ça pose un tas de problèmes. Et ce qui explique aussi pourquoi les gens, avec un ordinateur quantique, on peut faire certaines choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire avec un ordinateur classique. Parce que on est dans des espaces beaucoup plus gros très vite. Voilà. Donc ça, c'est très bien expliqué dans le livre de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond, où en fait, on n'a besoin que de ces trois règles de base en fait, pour comprendre Shor, pas plus. Et bien sûr, faire quelques manipulations sur des produits tensoriels. Alors voilà, on va déjà dire, on n'a qu'un seul type d'erreur. Ça va être le bit flip. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bit flip sur un qubit? Un qubit, c'est une superposition cohérente de deux vecteurs orthogonaux de l'espace de Hilbert. Le premier, c'est 0, le deuxième, c'est 1. Et alpha et bêta, c'est donné par, c'est sur la boule unité, quoi. Voilà. Et je dis qu'il y a un bit flip, c'est quand j'applique l'opérateur x. Alors l'opérateur x, en notation de Dirac, ça vous envoie 0 sur 1 et 1 sur 0. Donc je switch. Donc j'ai ça avec une certaine probabilité, vous voyez très bien que c'est exactement l'analogue du bit flip classique. Et alors ce que vous faites, c'est que bien sûr vous dites, voilà, j'encode mon qubit logique sur 3 qubits physiques, et donc quand je fais 0, 0, 0, je suis dans le produit tensoriel. Donc je pars d'un espace vectoriel de dimension 2, et je vais dans C2 puissance 3, dans C8. D'accord? Et alors l'idée, c'est de dire, voilà, si j'ai un seul bit flip, donc je pars de cet état-là, si j'ai un bit flip ou deux bits flip, voilà un peu toutes les possibilités. Et après, ce que l'on fait, c'est tout simplement comment est-ce que je vais pouvoir, quand j'ai des mesures à faire, il faut que je vérifie quand je prends des mesures jointes. Et tout est dans l'astuce. Et là, on utilise le produit tensoriel. Ce que l'on va mesurer, bien sûr, ce n'est pas le premier qubit ou le deuxième qubit. Ce que l'on va mesurer, c'est typiquement cet observable-là, Z, d'accord, qui est ce qu'on appelle l'opérateur de Pauli Z, donc valeur propre
1 pour le vecteur 0 et valeur propre moins 1 pour le vecteur 1. D'accord? Et le z, ici, c'est l'identité sur le premier, z sur le second et z sur le troisième. Ça, c'est un opérateur auto-adjoint de mesure. Et on va regarder tout simplement si les parités jointes sont les mêmes ou pas. Et à partir de là, on sait corriger. Donc c'est ici les règles. Et les règles vous donnent tout simplement, bon, si grosso modo toutes les parités sont les mêmes, bon, il n'y a pas de problème, hein, S1 égale S2 égale S3. D'accord? Si maintenant les parités sont différentes, d'accord? Eh bien tout simplement, il va falloir faire une application X, c'est-à-dire une transformation unitaire, de façon à corriger. D'accord. Bon. Alors ça veut dire la chose suivante. Si on essaye de résumer l'idée est la chose suivante. C'est-à-dire qu'il faut trouver un encodage où je suis dans cet espace-là de dimension 2. Donc j'ai un vecteur. D'accord. L'erreur, donc ça, je suis dans le plan, c'est ça, j'appelle ça PC. Et une erreur m'envoie soit sur P1, soit sur un autre P2, soit sur un autre plan, P3, et ce plan-là, ce plan-là, ce plan-là, ils sont tous 2 à 2 orthogonaux. Et donc ça veut dire que quand j'envoie là-dessus, le alpha bêta n'est pas perdu. J'ai exactement le même vecteur. D'accord? Mais sauf qu'il est dans un espace différent. Et la mesure quantique ne vous sert qu'à savoir, oui, mais ce que je veux savoir, c'est lui. J'ai eu une erreur là, là ou là. Il est dans quel sous-espace? Et c'est là qu'on mesure les parités jointes, pour savoir dans quel sous-espace je suis. Je suis dans ce sous-espace-là, et après, je peux revenir. Voilà. Donc c'est ça l'idée, en fait. On a ça. Une erreur doit... Il faut avoir un encodage où une erreur, le modèle d'erreur fait qu'on va sauter sur un espace de même dimension, mais orthogonale, et on ne va pas toucher aux cohérences locales. Voilà. Donc ça, c'est pour le bit flip. Donc ça, il y a déjà une idée vraiment intéressante là-dessus. Et si on va plus loin, pour le phase flip, il y a la deuxième erreur fondamentale, c'est le phase flip. Alors le phase flip, c'est quelque chose qui est purement quantique, bien sûr. C'est l'opérateur Z comme opérateur d'erreur, c'est-à-dire que 0 reste 0, mais le phase flip, c'est tout simplement une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Le vecteur 1 devient moins 1. Donc vous appliquez cette chose-là, et donc, après, c'est très simple, hein, le bit flip, c'est typiquement une erreur qui échange. Le phase flip, c'est autre chose. Donc vous avez une symétrie par rapport à soit l'axe horizontal, soit 45 degrés. Donc il suffit de faire un changement de repère et vous avez exactement la même chose. Donc le phase flip, c'est la même chose. Vous remplacez 0 par plus et 1 par moins avec Z. Ça, c'est les notations des physiciens. Voilà. Et vous avez exactement la même chose, vous copiez. Et maintenant, vous vous dites, maintenant, je peux avoir soit du phase flip, soit du bit flip. Mais je ne sais pas lequel des deux. Et bien donc là, ce que vous faites, c'est que vous partez de 0, 0, 0, et puis lui, vous le codez plus, plus, plus. Et donc vous partez ici typiquement de C2 au départ, vous allez vers C2 au cube, et pour chacun des trucs, vous allez sur C2, et chacun des 2 aussi, donc vous avez 2 à la puissance 6, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Voyons, voilà. Non, c'est 9. Je me trompe toujours. C'est 9. Voilà. Et donc, vous avez... Voilà un peu le 0 logique quand vous faites ça, et voilà le 1 logique. Et après, c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus compliqué. Vous avez plein d'erreurs, et vous en avez des trucs orthogonaux, comme ça, vous en avez au total... je ne sais plus, 28. Voilà. Et après, ce que vous mesurez, c'est toujours avec... Vous avez les syndromes, donc c'est un peu plus compliqué de mesurer les syndromes, et après, vous revenez là-dessus. Et alors, le dernier point, alors c'est ça qui est absolument magique dans ce truc-là, c'est que maintenant, j'ai supposé que mon modèle d'erreur, c'était que X ou Z. Mais si mon modèle d'erreur, qui va être toujours local, ça veut dire toujours sur chacun des qubits physiques, c'est une combinaison linéaire de l'identité de X, Y ou Z sur le qubit numéro K. Eh bien, ce que je vais avoir, c'est que je prends ma règle, et je me rends compte que je vais avoir l'état quantique qui va être un peu ici,
un peu ici, un peu ici. Mais ça, c'est pas grave, parce que moi, quand je vais faire la mesure, je vais avoir le collapse soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus. Et donc, si j'ai le collapse là-dessus, je ne fais rien. Si j'ai le collapse du paquet d'ondes sur ce bout-là, ben c'est bon, je saurai sur quel j'ai collapsé, et donc je saurai comment corriger. Et donc, vous pouvez avoir des erreurs ici qui dépendent du temps, en plus. Donc ça, je trouve... Et ça, c'est vraiment l'idée de la projection de la mesure quantique. Voilà. Donc maintenant, si on regarde ça de beaucoup plus loin, c'est les codes de surface. Vous avez les deux erreurs fondamentales que l'on suppose locales sur chacun des qubits physiques, qui va vous servir à encoder un qubit logique. Donc vous faites une redondance selon l'axe horizontal pour les bit flip, une redondance selon l'axe vertical pour les phase flip, et après, il faut faire des mesures locales jointes. D'accord ? Donc les mesures vont être locales, des choses entre eux, et puis il faudra faire de la correction locale sur chacun des qubits logiques. Voilà un peu le truc. Et donc ce que vous voyez très bien, c'est on encode, okay, on attend, on mesure et on fait du feedback. Donc ce qui est derrière, c'est une boucle de feedback. Et donc je vais maintenant décrire un peu quelle est la nature des modèles qui sont derrière, d'accord, en temps discret et en temps continu. Et ces modèles-là, c'est ceux qui codent en fait les trois règles de base, Schrödinger, collapse du paquet d'ondes et, pour les systèmes composites, qui est le cas, produit tensoriel. En fait, il y a un seul collapse à faire pour l'observation. Oui. Non, pour l'observation, je prends des mesures qui commutent entre elles, et donc je prends plusieurs syndromes. Donc tu es censé les faire de manière totalement, parfaitement synchrone. Pas obligé comme elles commutent, on peut les faire comme on veut. Ouais, les syndromes, on a une information oui, non, oui, non, oui, non à chaque fois, mais on a plusieurs mesures à faire, et qui sont locales dans le truc. Donc voilà un peu ce qui... Alors, quand on prend les méthodes, alors là j'ai dit que l'opérateur de mesure était sans erreur. Bon, si on veut avoir des taux d'erreur, des choses comme ça, vous prenez les trois règles de base et vous associez aussi un modèle classique de probabilité. Hein, et quand vous associez tout ça, vous avez ce type de chaîne de Markov. Votre contrôle, c'est U, le résultat de mesure, c'est Y, et entre les deux, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une application de Krauss partiel. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous prenez des opérateurs, M, indexés par des indices. Vous supposez que c'est une sorte de partition de l'unité, mais au sens opérateur. C'est-à-dire que vous supposez que vous avez cette chose-là. D'accord? Donc vous les indexez par M, et vos opérateurs dépendent de U de votre contrôle. Ça, c'est logique. Et à partir de là, ce que vous faites, c'est que vous faites des sommes partielles avec des états qui sont une matrice tout à fait, ça c'est des probas classiques, une matrice stochastique à gauche. Et ça vous donne une application où vous faites des sortes de moyennes, mais c'est de la moyenne non commutative. D'accord? Vous prenez cet opérateur-là, qui est un opérateur typiquement sur l'opérateur densité, parce que vous ne pouvez plus raisonner sur la fonction d'onde. Hein, il faut pouvoir faire des moyennes. Vous ne faites pas des moyennes sur la sphère, vous faites des moyennes sur les projecteurs, ça marche beaucoup mieux. Et d'autant plus que vous avez les probas. Et vous avez ici, eh bien, tout simplement, vous détectez Y, qui peut être une mesure entachée d'erreur. Vous avez mis tel contrôle. Eh bien, vous savez que vous devez modifier l'opérateur, votre état quantique, par cette règle-là. Ça, c'est en temps discret. Voilà. Donc, typiquement, K est un opérateur linéaire, et sa norme, sa longueur, la trace, d'accord, vous donne la probabilité de détecter Y connaissant l'état quantique juste avant. Et donc ça, c'est un processus de Markov, et vous, la formation que vous avez, c'est tout simplement par les statistiques de vos détections. Ça vous fait le lien, mais vous avez quand même cette partition de l'unité. Ce qui est derrière, c'est Schrödinger, bien sûr, pour avoir un truc comme ça. Voilà. Et ce qu'on appelle typiquement un canal quantique, hein, que les gens utilisent en théorie de l'information quantique, c'est tout simplement, j'ai pas de mesure, et donc c'est l'espérance de ρ à l'instant t plus 1, connaissant ρ à l'instant t. Et quand, typiquement, vous n'avez pas de mesure, eh bien, vous avez une sorte de mélange. Et c'est comme ça que les physiciens voient la décohérence. La décohérence, c'est votre système, il est là, il est couplé à l'environnement, qui le mesure, mais qui ne vous donne pas le résultat. Voilà. Et c'est comme ça qu'on écrit ces sortes de diffusions non commutatives, en fait. Les M, c'est des poids, d'accord? La somme des poids fait 1, et on fait des moyennes là-dessus. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Alors, c'est exactement la même structure, sauf que vous pouvez la faire en temps continu. Alors en temps continu, vous obtenez
en prenant les règles de Ito. Donc ici, j'ai mis un signal continu. J'ai mis une mesure, donc un signal qui sort, c'est un signal continu en temps, mais qui n'est pas dérivable, dy. Ça, c'est typiquement ce qui se passe sur les circuits supraconducteurs. Quand on fait les mesures homodines ou hétérodines, on a des signaux qui sont des signaux, un voltage ou une intensité, qui sont des signaux continus en temps, mais non dérivables. Et vous avez ici, eh bien, tout simplement ici, vous reconnaissez l'évolution Schrödinger. Vous avez le d-ρ fois dt. Ça, c'est la partie dissipative, ce qu'on appelle les termes de Lindblad, c'est linéaire. D'accord ? Donc, si j'avais pas de mesure, je mets état ici, je mets état à 0, qui est l'efficacité de détection, c'est là où il y a les probas classiques qui arrivent. Donc, si je mets état à 0, j'ai un système parfaitement déterministe. Et si je mets état non nul, je récupère de l'information, parce que tout simplement, le processus de Wiener qui modifie l'état est exactement le même que celui qui modifie ma sortie. Le brownien, il sort du fait que, si on regarde il y a une gaussienne derrière. D'accord ? Si on parle de brownien et gaussien. Où est-ce qu'on a des états gaussiens ? C'est des états cohérents. Et donc, ce que l'on fait, c'est que quand on mesure un qubit, on envoie des états cohérents, des états gaussiens, et on regarde comment ils bougent. Et quand on fait les probas, et qu'on prend des modèles, typiquement de ce type-là, on obtient ce genre d'approximation. C'est aussi des gaussiennes, je crois. Voilà. Et on va voir, on va utiliser ces états gaussiens, qui sont ce qu'on appelle les états cohérents. Parce que pour mesurer quelque chose, on est obligé d'envoyer de l'énergie, c'est de l'énergie des états classiques, des états gaussiens, et ce qu'on obtient, c'est aussi des états gaussiens. Et entre les deux, quand on fait les modèles, ça vient de là. Fondamentalement, ça vient de là. Donc il y a un très bon livre là, de Barcelli, de collègues italiens sur ça, sur ce qu'on appelle le cas diffusif. Bien. Donc voilà un peu l'allure des modèles. Donc j'ai un peu fait le tour. Alors maintenant, bien sûr, quand vous faites du feedback, vous dites que U va dépendre des mesures passées de Y. Et là, c'est compliqué de faire les études de stabilité, les choses comme ça. Voilà. D'accord ? C'est pas si simple. Il y a tout un domaine pour faire du feedback là-dessus. Voilà. Bon. Donc maintenant, si je passe au deuxième truc, qui est où on va utiliser un contrôleur classique, quantique. Alors, on va regarder un peu ce que c'est que ce qu'on appelle la dissipation, Quantum Dissipation Engineering, mais si on repart initialement, alors ça c'est un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du régulateur de Watt. Vous avez ici l'équation qui est d sur dt de la vitesse, c'est le couple. D'accord ? Et ça, c'est l'équation typiquement du régulateur à boules, que vous pouvez considérer comme un oscillateur harmonique, vous voyez, de fréquence oméga carré, avec un coefficient d'amortissement, la lambda. Et par contre, ce que vous faites, c'est que vous couplez le rouge avec le bleu. Le bleu, c'est votre contrôleur. Et vous le couplez avec des tringles. Donc vous couplez de façon mécanique. Et alors, c'est pas compliqué. Ce que vous faites, c'est que quand les boules s'écartent, bien sûr, ça veut dire que la vitesse va très vite. Et donc, il faut mettre moins de vapeur. Ici, donc ça, c'est la vanne d'entrée. Et puis, quand la vitesse diminue, les boules se rapprochent. Et il faut mettre plus de vapeur. Ce qui explique ici le moins A et le plus B, parce que ça, c'est l'effet sur la vapeur. Et puis ça, c'est tout simplement l'effet qui est ici. Quoi. Voilà. Sur B, c'est-à-dire que son point d'équilibre. Voilà. OK ? Si vous alors, c'est très marrant, parce que si vous regardez un peu la dynamique du système couplé, c'est un système du troisième ordre. Et vous vous rendez compte qu'il va être stable s'il y a assez de dissipation dans le régulateur. Si vous prenez des régulateurs trop parfaits, le système a tendance à être instable. C'est marrant comme truc, ça. Il va se passer un peu, et donc vous voyez très bien là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un système totalement autonome, d'accord ? Et le problème, ça va être l'étude de la stabilité, et puis surtout ce qui intéresse les expérimentateurs, c'est les taux de convergence, en fonction des paramètres. Donc là, vous retombez donc... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le quantique ? On fait la même chose. Alors, vous avez votre système qui est là, espace de Hilbert H. Vous avez votre système dissipatif. D'accord ? Il faut mettre du frottement dans votre contrôleur. Et le problème, c'est comment je fais le couplage. Voilà. Et le but du jeu, c'est typiquement, si sur ce système-là, donc ici, j'ai un système qui est idéal, sans dissipation. Ici, j'ai de la dissipation. Et ce que je veux, c'est quand je prends ce couplage ici, mon système converge naturellement. Donc là, je suis sur un produit tensoriel vers un état pour le réservoir ou pour le truc, tenseur, typiquement, on va dire un état quantique particulier.
Et si toutes les trajectoires convergent vers ça, je suis content. Et pourquoi ici? Et si vous avez la convergence exponentielle, vous aurez de la robustesse. Ça veut dire que si vous mettez ici un tout petit peu de dissipation, et que ici il y en a pas mal, et que vous gérez ça correctement, eh bien vous convergerez vers un état qui sera pas loin d'un état séparable où vous aurez à peu près l'état visé. D'accord? Donc ça, c'est la robustesse quand on a de la convergence exponentielle. Voilà un peu le schéma mental pour ça. Et alors, qu'est-ce que ça va être les modèles qui représentent le système complet? Eh bien, c'est des modèles qui sont ce qu'on appelle les équations master de... Alors, c'est Gorini, Kosakowski, Schudarkan, Lindblad. Lindblad a fait la dimension infinie, mais les autres physiciens avaient fait ça en dimension finie. Voilà. Mais elles ont exactement la même structure. Vous avez Schrödinger, et ici, vous avez des termes dissipatifs. Donc, si vous... C'est comme si on prenait les équations d'un système mécanique et on rajoute le frottement. Voilà. Et ça, c'est la version Schrödinger de ce truc-là. Et dans ce cas-là, on est obligé de prendre l'opérateur densité. Alors, ce que l'on voit, c'est ces équations-là, bien sûr, ρ, c'est une probabilité quantique, donc c'est un opérateur hermitien, trace classe, non négatif. Bien sûr, tout ça est de trace 1. Eh bien, tout ça est préservé par cette dynamique-là. Vous avez aussi le fait de prendre des opérateurs fait que on peut faire des changements de repères qui sont des rotations. Il suffit de faire sur les opérateurs. Vous avez ces systèmes-là, c'est de la diffusion en quelque sorte. Donc vous avez des propriétés de contraction, mais sur des normes L1 et pas L2. Par exemple, si on prend la norme nucléaire là-dessus, les normes nucléaires ça contracte. On prend deux trajectoires partant de conditions initiales différentes. La distance nucléaire entre les deux trajectoires diminue. Qu'est-ce que tu appelles la distance nucléaire? Ben, c'est la trace C'est de ρ1 moins ρ2, et je prends la valeur absolue. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment du L1, L1. Ce n'est pas du L2. Ça, c'est général. Alors, en dimension, bien sûr, finie, c'est facile à montrer. En dimension infinie, il faut faire un petit peu attention. Voilà. Et le dernier point, c'est que comme c'est du L1, on peut chercher des fonctions de Lyapunov, tout est positif, qui sont des fonctions de Lyapunov linéaires. Voilà. Vous prenez un opérateur A et vous supposez qu'il vérifie l'équation adjointe, donc c'est la version Heisenberg. Son évolution au sens d'Heisenberg est stricte et négatif ou nul. Eh bien, vous voyez que cette fonction-là, le long des trajectoires va décroître, d'accord, et ça sera une fonction de Lyapunov si votre opérateur A est positif. Parce que si A est positif, trace de A fois ρ est positif. Et si la dérivée de A est négative, ou nulle, eh bien vous avez ce truc-là qui décroît, et donc ça vous donne des informations sur le système. Là, vous avez des estimations a priori avec ça. D'accord? Vous faites des calculs avec ça. Voilà. Bien. Donc ça, c'est un peu les techniques qu'on peut utiliser et qu'on utilise, nous, pour analyser, typiquement, en boucle fermée avec un contrôleur quantique, nos systèmes. Voilà. Alors maintenant, j'en viens aux 4 qubits. Alors les 4 qubits, c'est le début en fait de ce que les gens appellent les codes bosoniques. En fait. Alors les codes bosoniques, ce n'est pas les surface codes, c'est ce qu'on a vu, c'est que pour faire de la correction quantique, il faut absolument faire de la redondance. Donc il faut que j'ai besoin d'un espace de Hilbert de dimension 2 pour stocker l'information quantique que je veux, mais pour ça, il faut que j'utilise un espace de Hilbert de beaucoup plus grande dimension. Donc on va se mettre directement dans l'espace de Hilbert d'un oscillateur harmonique. Voilà. Pour encoder un qubit logique. Et alors les 4 qubits, c'est typiquement c'est encoder l'espace dans lequel on encode, c'est ce qu'on appelle des états cohérents. Alors pourquoi on appelle ça état cohérent? Parce que c'est des états qui sont très stables. C'est des états sur lesquels on a une fonction d'onde, d'accord, mais qu'on sait très bien préparer, typiquement quand on est à basse température, je dirais. Quand on est à basse température, on sait très bien préparer ces états-là dans des oscillateurs harmoniques. D'accord? C'est ce qu'on appelle les états cohérents de Glauber. Et donc, ces états cohérents, c'est quoi? Et là, c'est les gaussiennes. Voilà, les gaussiennes, elles arrivent ici. Alors, vous avez en quantique, bien sûr, les deux opérateurs de base, l'opérateur position, l'opérateur impulsion, Q et P. Alors ici, avec la relation de commutation, j'ai mis I. Attention, par moment, il y a des racines de 2 qui traînent. J'espère ne pas m'être planté dans mes calculs. Et l'opérateur A, ici, c'est l'opérateur d'annihilation de photons. Et les opérateurs cohérents, ben, tout simplement, c'est les opérateurs qui sont de... Si vous prenez l'opérateur A,
D'accord? Bon, l'opérateur A, c'est 1 sur racine de 2, Q plus d rond sur d rond Q. Maintenant, quand vous essayez de résoudre A chapeau de psi égale A fa psi, ça ne va pas être très difficile quand vous savez que psi, c'est la fonction d'onde psi de Q, de résoudre cette équation spectrale. Voilà. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Et ce que vous obtenez, c'est cette chose-là, c'est-à-dire que l'opérateur alpha, l'état alpha, c'est une gaussienne qui est centrée autour du complexe alpha. Alors il y a un facteur racine de 2, il ne faut pas oublier ici. Voilà. Et c'est ça les opérateurs classiques. C'est l'analogue classique, typiquement, de l'amplitude d'un champ. Vous avez l'amplitude d'un champ électromagnétique, d'accord, qui est une amplitude complexe. Sa version classique, c'est l'état cohérent. Voilà. Et alors maintenant, ce qu'il y a, et ça c'est quelque chose qui est venu avec... donc c'était pendant le postdoc de Zaki Lektas chez Michel Devoré à Yale, et puis Maziar Merahemi aussi y allait souvent. Donc ça, Michel Devoré a été professeur ici pendant un temps. Il a monté un labo d'expérience avec Benjamin Huard à l'ENS, et typiquement on travaillait avec Benjamin Huard, enfin plutôt Maziar et Zaki. Puis après Michel est reparti à temps plein à Yale, mais en fait ils ont eu une idée qui est le début des 4 qubits. Voilà. En 2014, voilà, ils ont fait un papier tout à fait, je pense, tout à fait important là-dessus, en disant, voilà, si on sait stabiliser, si on incante de l'information là-dessus, ben on aura de la robustesse, et puis on pourra faire des calculs avec, tout en étant protégé. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce que vous avez, si vous prenez un seul mode, vous prenez la dissipation à 2 photons, donc vous prenez un opérateur de dissipation qui est A carré moins alpha carré l'identité, vous prenez l'équation de Lindblad qui est là-dedans, voilà, vous prenez simplement, vous vous amusez, et vous vous rendez compte que cet opérateur-là, qui est un opérateur densité sur tout l'espace de Hilbert, il converge vers un opérateur de rang 1 ou 2, dont le support est dans l'espace vectoriel engendré par mes 2 gaussiennes, celle qui est en alpha et celle qui est en moins alpha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des chats de phase. D'accord ? Voilà. Et ça, vous avez une convergence exponentielle, parce que si vous prenez comme fonction de Lyapunov, opérateur de Lyapunov, L DAG L, vous vous rendez compte que vous avez cette inégalité-là, et là, c'est pas très compliqué de se rendre compte que ce truc-là est toujours positif, sauf si ρ est dans le noyau de L. Voilà, c'est des calculs qui ne sont pas très compliqués, et ça vous donne aussi un taux strict de convergence qui est de 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les codes bosoniques 4 qubits. Bien. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, là, dans les années 2000, une fois que Zaki est revenu typiquement de Yale, il avait récupéré de l'argent aux jeunes chercheurs, il avait un frigo, et ils ont fait avec des étudiants, là, Raphaël Lescade et puis aussi Théo Perronin étaient dans la boucle, ils ont fait un circuit quantique. Alors un circuit quantique, c'est un circuit LC, donc là on peut difficilement faire plus simple, c'est un oscillateur harmonique, hein, et vous le couplez à un circuit non linéaire, donc là vous avez des boucles de flux ici, et ici vous avez des éléments non linéaires qui sont des fonctions Josephson. Alors ça vous donne typiquement une inductance qui est un cosinus, typiquement des énergies inductives qui sont des cosinus du flux et qui ne sont pas du flux carré, mais c'est des cosinus du flux. Donc là, ça vous permet d'avoir des non-linéarités. Et quand vous tunez correctement les paramètres, eh bien, vous vous rendez compte que vous pouvez effectivement supprimer les bit flips, de façon notable que par rapport à si vous ne faisiez rien. Et vous gagnez plusieurs ordres de grandeur sur ce type d'erreur. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça. Voilà. Et donc ça, c'est une première expérience. Et je termine par Raphaël Lescane et Théo Perronin, sont les 2 fondateurs de la start-up Alice et Bob, hein, qui est à côté du Balargone, là. Et ils sont maintenant 70, voilà. Et bien sûr, on travaille beaucoup avec eux, quoi, avec des étudiants. Voilà. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors maintenant, je vais vous dire, bon, il faut quand même rajouter du contrôle. Alors vous voyez ici, ça, c'est mon système, ça, c'est mon contrôleur. Et maintenant, il va falloir que je fasse un système composite, d'accord? Pour dire, voilà, un peu comme sur, typiquement,
l'analyse que j'avais fait sur le régulateur de Watt, j'avais l'équation rouge de mon système, l'équation bleue, et puis je mets le couplage entre les deux, d'accord, et je dois faire l'analyse de stabilité de ce truc-là. Alors où est-ce qu'on en est dans l'analyse de stabilité de cet engin? Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, voici un peu, typiquement, les équations de Lindblad, typiquement, qui représentent assez bien ce système composite. La cavité, le mode dans lequel on stocke l'information quantique, et son contrôleur quantique dissipatif à côté. Donc le A, ce qui est bleu, c'est ce que l'on cherche à stabiliser, donc c'est lui, et le B, c'est un autre mode, d'accord, qui lui est dissipatif. Alors on le voit qu'il est dissipatif parce que ici vous avez un terme de Lindblad qui correspond à la perte de photons. Donc c'est un oscillateur harmonique amorti. Et vous avez un couplage, vous voyez très bien, vous avez l'opérateur L fois B DAG plus l'opérateur L DAG fois B. Donc ça, quand vous faites ce calcul, ça vous donne effectivement un comportement hamiltonien fois ρ. Alors quand vous prenez ce système-là, déjà, quelque chose qui est très simple, c'est de montrer que tous les états qui sont un état sur A, tenseur sur B, d'accord, où typiquement, lui est un mélange de alpha et de moins alpha, donc des deux états cohérents associés à ça, est un point stationnaire. Déjà, vous respectez les points stationnaires que vous visez. Maintenant, typiquement, montrer la convergence de ce système-là vers, typiquement, 0 dans le contrôleur et un chat dans la partie A, c'est quelque chose qui, mathématiquement, n'est pas si simple que ça à montrer, ce truc-là. Et avoir des taux de convergence, c'est compliqué. Voilà. Ce qui n'empêche pas les gens de faire des expériences, ou de faire des simulations, évidemment. Donc là, il y a des problèmes intéressants. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est ce que les gens appellent élimination adiabatique. Si vous supposez que votre amortissement est très rapide, vous pouvez faire un développement perturbatif. Et dans ce cas-là, vous vous ramenez, bien sûr, à l'équation qu'on a vue avant. Vous n'avez qu'un seul mode sur A, et vous avez cette équation de Lindblad où l'opérateur, c'est le bon opérateur. Et là, vous avez la convergence exponentielle. Voilà. Donc vous avez, typiquement, je résume, vous avez votre oscillateur, vous avez un autre oscillateur, mais qui, lui, est amorti. Vous faites un couplage qui est correct, de façon à stabiliser votre oscillateur qui est là, sachant que lui, c'est un peu plus compliqué qu'un oscillateur. Il a il a toute une variété d'états stationnaires. Voilà. Donc ça, on sait bien l'analyser. Par contre, ça, c'est plus compliqué et on travaille dessus, en particulier avec Rémi et Lev. Et c'est bon, si vous avez des idées là-dessus, on est preneur. C'est pas simple, quoi. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi on stabilise le bit flip et pas le phase flip? Tout simplement, quand on prend, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va prendre, pour faire l'analyse, on prend cette équation-là. D'accord? Donc, je prends cette équation-là, qui est ici, et je lui rajoute les erreurs qui sont les erreurs dues à la perte de photons. Donc ça veut dire que vous avez une dissipation qui est forte, qui vous permet de bien stabiliser votre système, et vous lui rajoutez une petite dissipation associée à votre canal d'erreur. D'accord? Donc le K1 ici, là, dans le canal d'erreur qui est ici, il est petit. Et qu'est-ce que vous avez? Vous vous rendez compte que si vous démarrez du 0 logique, alors le 0 logique c'est à peu près l'état alpha, le 1 logique c'est à peu près l'état moins alpha, quand alpha est grand c'est des Gaussiens avec des supports quasiment orthogonaux, donc vous faites truc. Et puis ce qu'on appelle les états plus et moins, c'est les états qui sont alpha plus moins alpha et alpha moins moins alpha. C'est des états avec des nombres pairs et impairs de photons, voilà, qui sont dans l'espace code. Donc si vous démarrez soit d'un état alpha, soit d'un état moins alpha, ici, vous vous rendez compte qu'effectivement, la perte de photons vous fait effectivement des transferts entre alpha et moins alpha, mais de façon exponentiellement petit, en fait. Donc il vous faut un temps qui est très grand en fonction de l'éloignement des deux états. Ces deux états sont très éloignés, vous avez un confinement, et donc c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Par contre, tout simplement parce que alpha, c'est un vecteur propre de L, de A, de A. Et comme la mesure, l'erreur, c'est appliquer A sur psi, quand psi est un vecteur propre de A, eh bien tout simplement, on a A, bien sûr, et on renormalise et on retombe sur le même état. Donc il n'est pratiquement pas modifié. Par contre, quand on prend le bit flip qui correspond typiquement à les erreurs liées à ce canal d'erreur qui est la perte de photons, mais sur plus et moins,
eh bien, on voit que A appliqué sur plus vous donne moins, et A appliqué sur moins vous donne plus. D'accord ? Alors que A appliqué sur 0 vous donne quelque chose proportionnel à 0, et A appliqué sur 1 vous donne quelque chose proportionnel à 1. Et donc ça change complètement, et donc vous avez un temps de convergence vers un état, disais, classique, hein, qui était une superposition classique d'états classiques, qui est celui-ci, avec en exponentielle de 2 alpha carré. Et ici, vous avez un temps, par exemple, de phase flip, par contre, qui, lui, va être de convergence, qui, lui, va tendre vers 0 quand alpha grandit. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de dire, bon, on prend alpha assez grand, on ignore ces erreurs-là, et on fait un code de répétition que sur une seule dimension. Et ça, c'est l'idée qui est à la base d'Alice et Bob avec le brevet ATS, et cette idée-là a été reprise par Amazon Web Services, avec des moyens qui sont un peu différents, on va dire, que les moyens d'Alice et Bob, mais Alice et Bob est encore bien dans la course, je pense. Voilà. Pour l'instant. Voilà. Donc voilà un peu, je vous ai donné l'idée. Et donc maintenant, on essaye d'aller plus loin, on essaye de corriger à la fois le phase flip et le bit flip en même temps, d'avoir ce même truc. Alors c'est là où on travaille avec Lev et Rémi, et puis Philippe Campagne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les qubits JKP. Alors je vais vous expliquer un peu ce truc-là. L'idée de base, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le truc, mais je vais peut-être aller un peu vite ici. Il y a cette redondance-là, vous voyez, ici. Bon, ça, la redondance, on ne peut pas y couper. Il n'y a pas de mystère. Par contre, vous avez ce transparent-là de Lev-Arkady qui est vachement bien. Il se dit, bon, ici, j'ai un système de dimension quasiment infinie. Hein. Donc ici, ça va être quoi mon système de dimension infinie ? Ce qui est bien, c'est de regarder ça, mais pas pour les fonctions d'onde, mais pour les opérateurs densité. Et pour les opérateurs densité, on représente ça avec la fonction de Wigner. Donc on est dans le plan de phase. Et on a envie de faire une sorte de grille, comme ça. Eh bien, effectivement, c'est typiquement ce que les états JKP, c'est des états quantiques ρ, dont les fonctions de Wigner, c'est sur une grille, vous avez des petits spots plus et des petits spots moins, mais qui sont séparés les uns des autres. C'est ça, ces états-là. Alors ici, je voudrais rappeler la fonction de Wigner. C'est quelque chose qui est très utilisé en traitement du signal. Hein. C'est typiquement la fonction d'autocorrélation du signal. Ça transforme de Fourier, plutôt. Voilà. Bon, ici, on est avec les psi complexes, donc c'est un peu plus différent. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites des petites erreurs là-dessus, ici, du bruit local, vous voyez, vous faites du bruit local sur chacun de vos trucs, ça correspond ici à faire une sorte de bruit, qui est une sorte de petite diffusion, selon x et p sur Wigner. Et c'est ça le truc. Le truc, c'est que l'hypothèse d'erreur locale sur ce qubit à des erreurs qui sont indépendantes de celui-ci, ainsi de suite, ça va être, on va dire, dans l'espace des phases, ça va correspondre à un petit opérateur de diffusion, soit selon l'horizontale, soit selon la verticale, ou carrément l'opérateur de diffusion. Alors pourquoi ça ? Par exemple, si on prend l'opérateur qui est la première source d'erreur, qui est la perte typiquement à un photon, et qu'on regarde la fonction de Wigner de, eh bien tout simplement, comment est-ce que la dynamique de ρ est modifiée quand j'ai une perte d'un photon ? Eh bien, vous vous rendez compte, vous avez une magnifique équation aux dérivées partielles, vous avez un Laplacien. Ici, vous avez une convection avec un champ de vecteurs qui vous fait rentrer à l'origine, et donc vous voyez très bien, quand vous faites, au bout d'un moment, vous arrivez à une gaussienne qui est autour de 0, et cette gaussienne, c'est l'état cohérent 0, qui est le vide quantique. D'accord ? Ici. Donc là, vous retrouvez le vide quantique comme état limite, c'est-à-dire que si vous avez votre système, il perd des photons, au bout d'un moment, il arrive à l'état fondamental qui est le vide quantique, et là, vous avez codé tout ça dans la fonction de Wigner. Voilà. Bon. Donc maintenant, voilà les fonctions de Wigner d'un état cohérent à la position alpha. C'est une gaussienne. Excuse-moi, mais il y avait un H0, c'est un Hamiltonien libre. Ouais. Sur la transformée de Wigner, ça fait un Q sur HD sur dt W. Il faut se mettre dans le repère qui tourne. D'accord, donc c'est comme ça que tu l'as éliminé dans l'équation. On l'a éliminé dans l'équation. C'est-à-dire qu'effectivement, les systèmes quantiques, c'est pas compliqué, c'est des oscillateurs. Alors, typiquement, les circuits quantiques, c'est des oscillateurs, disons, aux alentours du gigahertz, qui tournent. Donc on se met dans les repères qui tournent autour de gigahertz et on prend des fréquences différentes. D'accord ? Et donc, et on fait effectivement, j'ai pas le temps de dire, on fait de l'averaging, on fait de la modélisation et on se met dans le repère tournant.
les équations séculaires en fait. Ça, c'est déjà des équations séculaires, ces choses-là. Donc là, c'est typiquement l'état alpha. Alors effectivement, en pratique, il tourne. Vous avez une gaussienne qui tourne. OK. Donc si sur cet état-là, bien sûr, vous mettez de la diffusion, bah, tout simplement, la gaussienne va s'écarter un peu, mais si vous avez déjà un processus qui vous ramène sur la gaussienne, bah, vous allez rester autour. Voilà. Là, on comprend très bien que si on met de la diffusion locale, faible par rapport au confinement qui vous maintient à la gaussienne, eh ben c'est bon, vous avez gagné. Et puis là, vous avez l'état moins alpha, vous dites c'est bon, voilà la fonction de Wigner. Donc ça, c'est deux états classiques. La fonction de Wigner, vous voyez très bien, elle est toujours positive. Hein. Le 0, c'est ce qui est vert, hein, ici, voilà. Ce qui est positif, c'est haut, c'est une fonction de pseudo-probabilité, mais ça, c'est vraiment une fonction de probabilité. Et ça, c'est le chat. Le chat, il a des moustaches au centre. Et donc, quand vous mettez de la diffusion là-dessus, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous tuez ça, eux, ils vont rester à peu près, et donc vous allez avoir la moitié du Wigner sur plus, la moitié du Wigner sur moins, mais attention, hein, le Wigner, ce n'est pas un truc linéaire. Hein. La fonction qui a psi associe W de psi, on prend le projecteur ici. Et donc, il y a les cohérences, d'accord, sur le chat plus, le chat moins, il y a plus moins et moins plus, qui donnent les moustaches du chat. Et donc, on voit très bien qu'on est, d'une certaine façon, on voit qu'on serait assez moins sensible à la diffusion horizontale, parce qu'on mélange les couches de même signe, qu'à de la diffusion verticale. Donc, on voit déjà qu'effectivement, on sent que ces états-là, bon, voilà, ils sont beaucoup plus fragiles que les autres, et voilà, donc le bit flip, on ne sait pas le tuer. Le face flip, on ne sait pas le tuer. Mais par contre, le bit flip, on le tue très bien. Voilà. Et donc maintenant, ça, c'est les états JKP. Alors les états JKP, c'est des états dont les fonctions de Wigner, ça correspond à ça. C'est un truc qui est bien connu en traitement du signal. C'est quand on prend la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac, c'est un peigne de Dirac. Et donc voilà le truc. Donc je prends un peigne de Dirac, d'accord, de fréquence, c'est ce que j'ai marqué ici, de période t, en Q. Je fais sa transformée de Fourier, j'ai un peigne de Dirac de période 2π sur t. Alors on prend t égale racine de 2π. Ici, on prend et on obtient ici, voilà. Donc je prends un peigne de Dirac ici, donc le zéro logique. Donc ça, c'est des états imaginés effectivement dans les années 2000 par les gens qui sont très connus en information quantique. Hein, Gottesman et Kitaev, ils sont vraiment à l'origine des codes de surface, hein, avec le physicien Preskill du Caltech. Et donc ils se sont dit, bon, on oublie le fait d'avoir des états normalisables. Si j'arrivais à coder mon information là-dedans, qu'est-ce que je pourrais avoir? Donc le zéro logique, vous voyez très bien, vous faites un peigne avec des dents, une dent sur deux. D'accord? Et le 1 logique, c'est une dent comme ça. D'accord? Ça, c'est en Q. Donc là, c'est le 0 logique, et ça, c'est le 1 logique. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que si vous prenez une bonne période ici, vous vous rendez compte que quand vous faites Fourier, donc vous ne regardez pas sur Q, mais sur P, vous obtenez aussi des peignes, mais qui sont un peu décalés. C'est-à-dire que le zéro logique va devenir en Fourier, donc si je vous fais Fourier avec une autre couleur, d'accord, lui, il va devenir un truc comme ça. Vous avez toutes les fréquences en Fourier. Donc là, c'est en représentation P. Et lui, il va devenir un peigne plus, un peigne moins, un peigne plus, un peigne moins, un peigne plus, un peigne moins. Voilà. Donc vous faites ces peignes-là. Alors bien sûr, ces peignes-là, et vous associez typiquement un qubit associé à ces peignes. Alors pour ça, vous savez, bon, pour représenter un qubit, c'est les trois coordonnées sur la sphère de bloc qui correspondent à prendre la trace par rapport à un opérateur de Pauli, qui sont x, y, z, qui vérifient les relations de commutation. Et ici, typiquement, ça va être les opérateurs qui sont bien là-dessus, c'est des signes de cosinus de racine de πq, ou des fonctions modulaires en Q et P. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et donc ça vous permet d'avoir trois nombres
qui sont typiquement sur la sphère de blocs et qui encodent l'information quantique. Donc associé à ce code-là, on a typiquement les opérateurs qui vous permettent de faire les bonnes mesures, en fait. Je n'ai pas parlé des syndromes. Ce qu'on appelle les stabiliseurs en théorie des codes, c'est ces opérateurs-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que P et Q ne commutent pas. Par contre, vous avez des fonctions périodiques de P qui commutent avec des fonctions périodiques de Q. Donc, vous pouvez très bien ne pas mesurer P et Q avec toute la précision que vous voulez en même temps. Par contre, vous pourrez mesurer P et Q modulo quelque chose avec une précision arbitraire. Et on joue là-dessus. D'accord ? Pour avoir des choses qui commutent ici. Et donc ça, et dans ce papier-là, donc là j'ai résumé un peu ce papier qui est ici, hein, les gens, ils ont dit, moi, mais très bien, bon, mais des pains, ça ne va pas, donc je régularise, et donc quand je prends un Dirac, je le régularise, d'accord, et je vais avoir une gaussienne. Et là, j'obtiens des choses qui sont expérimentalement possibles. Donc on régularise, et alors pour régulariser, vous prenez l'exponentielle de epsilon et adag A, c'est l'opérateur nombre de photons, et ça, c'est l'opérateur qui est 1/2 de Q carré plus P carré. Donc lui, il est très bien parce que c'est un truc de régularisation. Hein, il n'y a pas de I devant. Et donc on régularise avec ça. Et donc on peut faire maintenant plein de calculs avec ça, mais de façon symbolique en utilisant le fait que P et Q, le commutateur, c'est I. Voilà. Et donc maintenant, voilà la fonction de Wigner régularisée. Donc ici, j'ai pris comme régularisation epsilon égale à la 30e. Et ici, vous avez le zéro logique. Et donc, ce que vous voyez, le zéro logique, alors, sur les fonctions de Wigner, on sait quand on fait l'intégrale selon un axe ou un autre, on a la probabilité de détecter Q ou la probabilité de détecter P. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez toute la probabilité, là, comme c'est que des plus, il y en a en deux. Ici, les plus, les moins se tuent. Il y en a un zéro et un truc. Et donc, vous avez que les pics pairs. Là, vous revoyez en prenant les sobs horizontales ou verticales. Maintenant, avec le 1, vous voyez très bien, je bascule entre 1 et 2, c'est un shift. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un shift, j'ai pris les pics impairs. Et maintenant, quand je regardais sur P, sur P, c'est une transformée de Fourier. Une transformée de Fourier dans le plan de phase, c'est une rotation de pi sur 2. Et donc, il suffit que maintenant, je tourne de plus pi sur 2 dans le plan de phase, et je fais la même chose avec un décalage comme ça, et j'ai tous les trucs. Et maintenant, si je mets un peu de diffusion sur ces trucs-là, comme les pics plus sont loin des pics moins et sont séparés par 0, avec un overlap qui est exponentiellement petit, je vais garder cette précision exponentielle. C'est-à-dire que je vais être robuste de façon exponentielle en fonction de, bien sûr, ça va dépendre du taux de régularisation epsilon. Et c'est effectivement, on peut trouver des dissipateurs qui préservent cette chose-là. Donc voilà un peu l'idée. Donc on a les dissipateurs, donc on a les stabiliseurs idéaux, on les régularise. Et donc on a un premier papier, mais qui est purement théorique, parce qu'on ne sait absolument pas comment ingénierer ce type de dissipation, qui est avec une approche Lyapunov. Voilà, vous avez une inégalité de Lyapunov, vous avez 4 dissipateurs, et vous montrez sur une inégalité Lyapunov que vous avez convergence exponentielle vers, effectivement, l'espace code, qui est l'espace engendré par le régularisé de ce pane-là, et le régularisé de ce pane-là. Ça vous dit que bon, cette voie-là n'est pas trop déconnante, voilà, d'un point de vue expérimental. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'avoir des choses plus réalistes. Donc epsilon est petit. Bon, on est en physique, donc on fait un développement limité à l'ordre 1. Puis on essaye de voir si, sur ce développement limité à l'ordre 1, c'est possible. Qu'est-ce qu'on perd si on prend que l'ordre 1 sur ce truc-là? Eh bien, on ne perd pas grand-chose, en fait. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est, bon, je vais pas... Là, je vais m'arrêter. Ce qui est marrant, c'est que derrière, il a fallu qu'on utilise un résultat récent de Laurent Michel sur les petites valeurs propres de Laplacien de Witten. Parce qu'on en avait besoin, voilà. Et donc, ce qui permet d'avoir les taux exponentiels ici. Donc ça, c'est un peu... ce qui est derrière, c'est des lois d'Arrhenius où on prend dans des potentiels, vous voyez, vous prenez de la diffusion. Donc, vous avez une particule, un mouvement brownien avec beaucoup de dissipation, particule, et puis vous mettez un potentiel avec des minima et des maxima.
Et bien sûr, pour passer d'une vallée à l'autre, ça dépend de la hauteur du col. Donc vous avez des lois d'Arrhenius, c'est des choses assez connues, mais on avait besoin de résultats, typiquement avec, c'est quoi les taux, quoi, parce que c'est ça qui intéresse les physiciens. Et donc là-dessus, c'est dans la thèse future thèse de Lèvres, on a des choses comme ça. Et donc ce que l'on montre, c'est que même ces choses-là marchent, même si on met de la dissipation, de la diffusion en P et Q. Donc voilà, donc on a un papier là qu'on va présenter à l'IFAC cet été là-dessus. Et maintenant, avec Philippe Campagne, on a des idées pour générer ces dissipateurs-là. C'est un peu... L'étape, c'est la régularisation qui pose le plus de problèmes pour générer. Les autres étapes, ça reste plus... Les autres étapes, ici, ouais. Dans le passage de là, ici, du cas idéal à ici, ben ici, on a déjà une idée des taux de bit flip et de phase flip qui restent. Et oui, mais il fallait vérifier que les termes d'ordre après dans le développement des trucs n'étaient pas trop gênants. Non, je ne parle pas de la preuve, je parle de l'implémentation. Ah ben, l'implémentation, c'est difficile d'implémenter. Alors, on a comme implémentation, il faut qu'on ait des opérateurs, d'accord ? On part d'opérateurs qui sont typiquement du cosinus, on va dire cosinus lambda Q. Chapeau, voilà. Ce que l'on a, c'est ça avec des jonctions Josephson. On a ça comme brique de base. Avec ça, il faut qu'on génère des opérateurs du style cosinus P chapeau. Bon, pour ça, c'est pas compliqué. Q, vous le faites tourner, et puis une fois que vous faites tourner de pi sur 2, vous avez donné P. Donc ça va. Maintenant, si on prend les opérateurs qu'on voulait dans les dissipateurs idéaux, c'est des exponentiels de P chapeau cosinus Q chapeau. Ça, mais là, c'est un epsilon. Donc on développe, et là, il faut qu'on fasse du P cosinus Q chapeau. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir du P cosinus Q chapeau? Bon, on peut avoir typiquement du sinus P chapeau. Si on a un petit coefficient devant, on a du P chapeau. Donc voilà le truc, de façon à pouvoir se rapprocher de ce qu'on sait faire expérimentalement avec des circuits. Ça c'est les règles. Voilà. Et donc avec ça, voilà, donc il y a encore beaucoup de boulot. Voilà, on a une idée. Donc ça serait le stockage. Ça, c'est le contrôleur. Donc c'est un oscillateur harmonique, mais avec un damping, une résistance. Et ici, on met des jonctions Josephson. Et on met comme drive ici. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on met comme U, on mettrait des sortes de pics. Voilà, des sortes de sommes de peignes de Dirac. Des trucs comme ça. Modulés, en fait. Voilà. Donc j'arrête ici. Voilà, on a des idées. On a fait des bouts de simulation qui montrent que ce n'est pas complètement fou. Et on est en train de soumettre ce papier, je crois, avec les Arcadie et puis voilà, tous les autres. Donc j'arrête ici. Donc si on résume maintenant, c'est le big picture, il faut toujours travailler avec une big picture. Ben, vous mariez les deux. Vous faites un contrôleur quantique rapide qui vous fait l'essentiel du job. Et après, vous aurez toujours une boucle de feedback, soit d'estimation, soit de filtrage, trucs comme ça, pour faire du recalage ou pour faire des trucs, mais vous aurez le temps. Voilà. Et là-dessus, je pense qu'il y a besoin de méthodes mathématiques et numériques qui sont dédiées à ces systèmes-là, sachant que ce n'est pas des systèmes très standards, par exemple. Quand vous avez des opérateurs comme ça, dans l'espace des phases, c'est des opérateurs non locaux. Donc vous avez des équations, bien sûr, avec la diffusion, mais avec des opérateurs non locaux. Et l'étude de ces trucs-là, c'est pas si simple, quoi. Voilà. Bon. Et ça, bien sûr, on n'est jamais tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc ici, ça c'est une photo récente du groupe quantique. On a fait une journée vendredi dernier. Et donc les gens qui ont beaucoup participé à JKP, bien sûr, il y a Maziar, hein, qui est moralement le chef du groupe. Hein, c'est lui le chef du groupe. Il y a Rémi qui est en postdoc avec nous. Il y a Alain Sarlette aussi, avec qui permanent du groupe. Il y a Lev Arcadi, l'étudiant. Il y a Zaki Lektas aussi et Philippe Campagne, qui sont les deux expérimentateurs du groupe et qui travaillent à l'ENS. Voilà, je vous remercie. Là, j'étais un peu long. Merci beaucoup.